Dominique Strauss-Kahn, ce nom a longtemps été synonyme de pouvoir, d'intelligence, bref, d'une ambition sans limite. C'est l'histoire d'un homme qui a touché les plus hauts sommets, que ce soit en politique ou dans la finance mondiale, avant de connaître une chute, mais alors une chute spectaculaire qui a littéralement sidéré la planète entière. Et cette question, posée un jour par un observateur, elle résume parfaitement le personnage, le paradoxe DSK. Comment un esprit aussi brillant, reconnu par tous, a-t-il pu coexister avec une part d'ombre aussi destructrice? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment cerner le personnage, il faut d'abord qu'on revienne sur le moment précis où tout a basculé. Une descente aux enfers absolument vertigineuse qui s'est jouée en à peine 3 jours. C'est fou quand on y pense. En moins de 72 heures, l'homme qui tenait les rênes de l'économie mondiale passe du sommet du pouvoir à une cellule dans la tristement célèbre prison de Rikers Island. L'un des hommes les plus puissants de la planète, soudainement traité comme un délinquant ordinaire. Le choc est absolument total. En France, c'est la stupeur. Personne n'y croit. Les théories du complot commencent d'ailleurs à fuser de partout. Comment est-ce possible? Celui que tous les sondages donnaient déjà président de la République, comment a-t-il pu se retrouver là? La question est sur toutes les lèvres. Le demi-dieu était-il en fait un monstre? Mais voilà, avant cette chute, il y a eu une ascension. Et quelle ascension? Un parcours politique et intellectuel fulgurant, vraiment, construit sur une intelligence redoutable et une ambition qui semblait ne pas avoir de limite. Son parcours, c'est un cas d'école de la conquête du pouvoir. D'abord, il est un économiste brillant, un professeur respecté. Puis, il gravite tous les échelons, député, président de la très puissante commission des finances, puis super ministre de l'économie, avant d'attendre la consécration ultime, la direction du FMI. Et le truc incroyable, c'est sa popularité. À la tête du FMI, en pleine crise financière mondiale de 2008, son action est saluée partout. Résultat, en France, il atteint 70% de popularité. Un score dingue qui dépasse de loin les clivages politiques habituels. À ce moment-là, il n'est plus juste un homme politique parmi d'autres. Non, il est perçu comme l'homme de la situation, le sauveur potentiel. Cet esprit supérieur, ce génie de l'économie capable de guider le monde en pleine tempête. Sa candidature à l'Élysée ne semblait plus juste probable, elle semblait inévitable. Sauf que, sous cette surface lisse, sous ce succès éclatant, il y avait déjà des failles, des fêlures profondes et des schémas de comportement qui étaient en place depuis bien longtemps. Tout commence dans son enfance au Maroc, marqué par 2 événements fondateurs. D'abord, le terrible tremblement de terre d'Agadir qui rase la ville. Il frôle la mort. Et puis, un secret de famille. Son grand-père qui accepte que sa femme vive avec son amant sous le même toit. Un arrangement qui, pour un enfant, normalise l'idée de transgresser les règles, de refuser l'interdit. Et tout ça, ça forge une psychologie très particulière. Cette peur panique d'être enterré vivant par les contraintes, comme il a failli l'être sous les décombres. De là, va naître un besoin compulsif de s'exposer, de vivre ses désirs au grand jour, sans se cacher, comme pour se sentir libre. C'est ce que certains ont appelé une libido à ciel ouvert. Et cette tendance à jouer avec le feu, elle ne date pas d'hier, loin de là. Dès la fin des années 90, il est mêlé à une série d'affaires judiciaires très sérieuses. Soupçons d'emploi fictif, de corruption. Honnêtement, n'importe quel autre homme politique y aurait laissé sa carrière. Et c'est là que ça devient crucial. À chaque fois, il s'en sort, relax, non-lieu. Et chacune de ces victoires judiciaires ne fait que renforcer chez lui un sentiment d'invincibilité, de toute puissance. L'idée, peut-être, qu'il est intouchable et que les règles, au fond, ne s'appliquent pas tout à fait à lui. On voit donc se dessiner le portrait d'un homme complètement double, un homme qui mène une double vie, tiraillé par des contradictions profondes. D'un côté, il y a l'homme public, le grand dirigeant mondial, le futur président, le mari, le beau-père. Et de l'autre, c'est une toute autre histoire. L'homme privé, c'est le séducteur compulsif, le libertin assumé, et surtout un preneur de risques qui adore flirter avec le danger. Il y a cette phrase, qui a été rapportée par des proches et qui en dit long. C'est presque une démonstration de pouvoir, pas seulement politique, mais un pouvoir brut sur les autres. En fait, il ne voulait pas choisir entre son ambition et ses pulsions. Il voulait tout de suite. Et donc, plus il se rapproche du sommet, du pouvoir absolu, plus il prend des risques insensés. Il refuse les gardes du corps, il ignore les avertissements de ses conseillers. Il est persuadé, au fond, qu'il peut gérer ses 2 vies sans qu'elles ne se télescopent jamais. Le point crucial, c'est que cette collision était devenue inévitable. Alors on comprend mieux. L'acte final, l'affaire du Sofitel, ce n'est pas juste un accident de parcours, c'est l'aboutissement logique d'une vie entière passée à marcher sur une ligne de crête, à repousser les limites, toujours un peu plus loin. La chronologie des derniers événements est implacable. D'abord, en 2008, l'affaire Piroska-Nagy au FMI, une liaison qui lui vaut un blâme.
Ça aurait dû être le dernier avertissement. Ensuite, l'explosion de l'affaire du Sofitel en 2011, qui pulvérise sa carrière. Et enfin, l'épilogue sordide de l'affaire du Carlton de Lille. Au final, même si la plupart de ces affaires se sont terminées par des abandons de poursuites ou des accords financiers, sur le plan politique, le verdict, lui, est sans appel. Sa carrière est finie, son image est détruite pour de bon. Et tout ça nous ramène à la question de départ. Cette question simple mais absolument vertigineuse. Comment un homme d'une telle intelligence, un homme qui était si près du but ultime, a-t-il pu encore et encore tout risquer pour la satisfaction d'une pulsion de quelques instants ? Merci d'avoir suivi cette analyse.